De vous souhaiter la bienvenue au nom du président du think tank SAF Agridé, Laurent Klein, ici présent. SAF Agridé, le laboratoire d'idées du secteur agricole, agroalimentaire et agro-industriel, qui travaille sur les conditions du fonctionnement et du développement des entreprises composant ces filières. Dans une volonté de concrétisation du rôle stratégique de ces secteurs, SAF Agridé, structure indépendante et structure apolitique, portée par ses valeurs d'humanisme et de progrès, est attachée à des avancées souples et responsabilisantes, permettant aux acteurs d'exprimer leurs talents et potentialités. Alors tout au long de l'année, nous organisons différents formats d'événements et groupes de travail destinés à produire et diffuser des idées, des propositions, des questionnements aussi, pour accompagner les évolutions indispensables des filières agricoles en ce début du XXIe siècle. Vous trouverez à disposition une note sur les semences qu'on a faite il n'y a pas longtemps et qui se rattache en partie à la journée d'aujourd'hui. Alors parlons-en de cette journée ou de cet après-midi. L'occasion m'est offerte de vous rappeler l'ampleur des transformations réalisées par l'agriculture au cours du dernier siècle, plus importantes d'ailleurs que celles qui ont été réalisées au cours des siècles antérieurs, évolutions auxquelles les sciences agronomiques ont largement contribué par la recherche, par l'innovation, par la formation. Et paradoxalement, ces 100 dernières années s'achèvent par la mise en cause des modes de production qui ont assuré le succès des politiques successives de modernisation de l'agriculture française, malgré un continuum dans le progrès de la science, le progrès des savoirs et de la connaissance. Nous sommes aujourd'hui réunis cet après-midi pour en parler. Il y a quelques 10 000 ans est née l'agriculture, avec un passage rapide, à l'échelle bien sûr de l'évolution, d'une société de cueilleurs-chasseurs à une société d'éleveurs-agriculteurs. Et en fait, tout a basculé il y a à peu près 7500 ans avant notre ère, quand notamment l'alimentation de l'Homo sapiens a été majoritairement constituée de plantes et d'animaux issus de la domestication, en comparaison à ceux provenant de la cueillette et de la chasse. L'Homo sapiens, donc l'homme intelligent, venu du continent africain, a supplanté à cette occasion l'Eurasien, l'homme de Néandertal, non sans une certaine hybridation d'ailleurs, on parle déjà de génétique, car on retrouve quelques gènes dans notre patrimoine héréditaire de cet homme de Néandertal. On en a à peu près 4 à 5 pour 1000, je crois, de gènes. Et ces hommes, l'Homo sapiens, s'est approprié la planète, ou faire cela en partenariat avec elle, mais dans tous les cas pour essayer d'en vivre. Ainsi, la domestication des espèces végétales et animales a-t-elle été la source de perpétuelles adaptations depuis que l'homme est homme et qu'il a mis son intelligence, selon Platon, je vous rappelle, c'est l'activité qui permet d'acquérir la science, qui a mis son intelligence au service de l'innovation. Alors l'agriculture est ainsi née avec la mise en terre volontaire de premières semences et de la domestication des animaux par l'homme lors de cette révolution dite révolution néolithique. Au début et pendant des siècles après cette révolution, l'amélioration des cultures et des animaux reposait initialement sur une sélection visuelle plutôt aléatoire et faite de tâtonnements. La domestication a consisté à sélectionner et à mettre en culture les espèces présentant le plus d'intérêt à un moment donné. Par exemple, un peu d'histoire, la figue, qui serait le plus ancien fruit sucré domestiqué, connu d'après la découverte en 2006 dans la vallée du Jourdain de 9 figues parthénocarpiques, c'est-à-dire ne produisant pas de graines, et donc pour lesquelles l'intervention de l'homme avait été nécessaire pour une culture ayant nécessité des boutures. Et ces figues seraient vieilles de 11 400 ans avant Jésus-Christ, ce qui représente un certain temps. Pour l'orge et le blé, ainsi que le seigle, la domestication a commencé entre 9500 et 9000 avant Jésus-Christ, autour de la vallée du Jourdain, de l'oasis de Damas et du Moyen-Euphrate. Et vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, à peu près cette même période, débute l'élevage avec les chèvres, puis les moutons et les bovins. Mais le premier animal domestiqué fut le chien, montrant clairement que la domestication n'avait pas que des fins alimentaires. Depuis l'aube de l'agriculture, les humains ont modifié
de façon directe ou indirecte, la constitution génétique des plantes, des animaux, des insectes, des bactéries et des virus, afin de se nourrir et d'améliorer leur bien-être. Ainsi, aujourd'hui, seulement quelques plantes ou animaux domestiques ressemblent encore à nos ancêtres, à leurs ancêtres. Et d'ailleurs, pour restaurer certains caractères utiles perdus, des croisements avec des ancêtres sauvages sont, quand cela est possible, indispensables. Mais souvent, c'est une tâche très fastidieuse. Au XVIIe siècle, dans un texte aujourd'hui surprenant du chapitre 10 du Léviathan, le fameux traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile, paru en 1651, le philosophe anglais Thomas Hobbes passe en revue les divers pouvoirs. Pouvoir naturel, richesse, réputation, chance, beauté, promesse de choses bonnes qui plaît aux femmes et aux étrangers, etc. Quand il en vient aux sciences, il estime qu'elles ne constituent pas un bien grand pouvoir, parce qu'elles ne sont ni assez répandues, ni assez reconnaissables. Il n'y a, selon lui, pas assez d'hommes assez savants pour savoir reconnaître la science et la distinguer des diverses sortes de fausses sciences. On pense à cette époque, bien sûr, à la magie, à la sorcellerie, qui était toujours répandue à ce moment-là. Il a fallu attendre longtemps, puisque jusqu'à peine il y a un siècle, il n'y avait pas de chercheurs, pas de communauté scientifique. Alors les choses ont beaucoup changé parce que, je ne sais pas si vous avez vu la dernière publication, il y a une dizaine de jours, sur les zones gravitationnelles, bénéficie de 1096 signatures. Les communautés de chercheurs, ça existe. Donc à l'époque, il n'y avait pas de chercheurs, mais il y avait des savants. On en dénombrait un petit millier dans le monde. Et en 1945 apparaissent les premiers chercheurs professionnels. Aujourd'hui, on en compte 7 millions. Et pour nous, les choses se présentent donc sur un jour bien différent. Les besoins sociaux, ou ce que nous imaginons qu'ils doivent être, chacun avec notre perception, commandent les orientations de la recherche à travers les politiques scientifiques et publiques. Les applications techniques sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, l'activité scientifique produit non seulement du savoir, mais des savoirs matérialisés en technologie, qui en retour modifient l'activité scientifique, notamment en fournissant des outils chaque jour plus complexes et puissants de recherche, générant en boucle des innovations. La recherche est un continuum qui va du plus fondamental au plus appliqué. Dans continuum, on ne peut pas tirer partition, sauf à dire que certaines recherches sont menées par la curiosité humaine, qui est en fait le véritable moteur de l'innovation, ainsi en astrophysique, en paléontologie, en histoire par exemple, et d'autres sont plus fondamentales, sont menées dans des domaines pouvant conduire à des applications en chimie, en sciences de la vie ou sciences sociales par exemple. Du coup, la distinction familière entre recherche fondamentale et recherche appliquée devient floue, et surtout, elle ne se présente pas de manière nouvelle. Une partie de la science s'applique à une autre, et une autre reste pure, mais on ne peut jamais trop bien savoir de quel côté va se trouver l'innovation marquante. La technoscience va de pair avec le capitalisme cognitif, caractéristique de notre société post-industrielle et globalisée. Il est d'ailleurs significatif qu'en mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne ait fixé pour objectif à l'Europe de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Instauré en 2000, l'espace européen de la recherche transpose cette stratégie de Lisbonne au plan de la recherche en visant à construire le marché commun de la recherche et de l'innovation à l'image de celui qui a été créé dans le secteur des biens et des services. Alors la recherche apporte du nouveau à la société en créant des richesses, certes, mais aussi avec la destruction d'emplois, mais aussi avec des espoirs d'en créer de nouveaux au bout d'un certain temps. Ce fut le cas d'ailleurs lors des 2 premières révolutions industrielles. Même s'il y a eu certaines difficultés, Fleming et Pasteur ne signent-ils pas le début de l'explosion démographique, source de certains de nos maux actuels? Espérons que pour la 3e révolution, celle du numérique, il en sera de même et que la destruction d'emplois sera porteuse de création de nouvelles choses. Au XIXe siècle, des approches plus systémiques de l'élevage et procédés agricoles ont essentiellement reposé sur des statistiques et sur la compréhension des déterminants de la production en agriculture et ont apporté, les avancées scientifiques ont ainsi permis des révolutions et apporté des solutions aux problèmes qui se posaient. Je pense à la crise majeure qui va toucher la viticulture à la fin du XIXe, la fameuse apparition du phylloxéra, la prolifération de ce puceron originaire d'Amérique, identifié et décrit en 1868, entraîne un désastre économique à partir de 1875. Le volume de production s'effondre de 84 millions d'hectolitres à moins de 40 millions,
avant que la solution des porte-greffes d'origine américaine s'impose, entraînant alors une remontée de la production de vin, notamment dans le Languedoc au cours de ces dernières années du XXe siècle. Accroissement de production qui, là aussi, posera d'autres problèmes. Sur le plan scientifique, cette deuxième moitié du XIXe siècle est aussi marquée par la victoire des thèses de Pasteur dans le débat sur la génération spontanée. Elles vont révolutionner la médecine humaine, mais aussi avoir des conséquences sur l'agriculture, sur l'élevage et l'alimentation. Par exemple, entre 1860 et 1870, le traitement des maladies du vin et de la bière par chauffage, la fameuse pasteurisation, et la découverte du moyen de lutte contre les maladies du ver et du ver à soie en illustre les effets. Là encore, à la fin du 19e marque un tournant important dans la lutte contre les épidémies animales et leur prévention par la vaccination. Travaux sur le choléra des poules, la maladie du charbon du mouton, le rouget des porcs, pour aboutir chez l'homme à la vaccination antirabique. Pour mémoire, sachons qu'à la même époque, notons à la même époque des découvertes successives dans le domaine de la physique, notamment l'électromagnétisme, les ondes hertziennes et la radioactivité, qui s'accompagnent de l'irruption d'innovations technologiques au niveau de la vie quotidienne, tout particulièrement celles qui facilitent les communications. Toutes ces innovations, toutes ces nouveautés contribuent à l'idée de l'émergence d'une société dont le bonheur reposerait désormais sur les bienfaits du progrès technique. Au XXe siècle, la pénurie de main-d'œuvre agricole entre 1920 et 1939 est à l'origine de la mécanisation. En fait, il ne s'agit pas encore, sauf marginalement, de motorisation, mais de petite mécanisation avec la moissonneuse-lieuse qui se substitue à la faux. La traction animale reste à la base des travaux des champs et l'agriculture fonctionne donc encore largement sur le modèle du XIXe siècle, même si certains propriétaires des plaines du bassin parisien ont introduit les premiers tracteurs. Alors, l'Institut de recherche agricole, créé en 1927 au sein du ministère de l'Agriculture, se consacre aux travaux de recherche sur la sélection des variétés pour les principales cultures. Et simultanément se développent des sciences spécialisées dans la sélection des plantes, parmi lesquelles Vilmorin, ou dans la construction de machines agricoles, tracteurs, charrues, Brabant avec réservoirs, moissonneuses, lieuses, batteuses, s'inspirant du mouvement amorcé aux États-Unis. Pour stimuler la hausse de la productivité à l'hectare, les agents du ministère de l'Agriculture mettent également l'accent sur l'usage des engrais. Ceux-ci sont encore peu répandus malgré les efforts des compagnies de chemin de fer qui voient dans une augmentation de la production agricole une possibilité d'accroissement de leur trafic de frais. Je ne résiste pas non plus à l'envie de vous signaler la loi du 11 avril 1924 qui crée l'Office national industriel de l'azote, le fameux ONIA, pour lequel l'usine de Toulouse débute sa production en 1927, contribuant à la diminution des importations de guano du Chili. En 1927, on importait du guano de Chili. L'originalité de l'entreprise, et c'est ça que je voulais signaler, après de nombreux débats parlementaires concernant le rôle de l'État dans ses rapports avec les acteurs économiques, tient dans le fait que l'Office est de statut public, mais que la commercialisation des ammonitrates qu'elle produit est réalisée par un consortium de sociétés privées. La vie quotidienne de la population des villes au cours des années qui suivent la libération est encore marquée par la pénurie alimentaire et les tickets de rationnement. La puissance publique engage d'abord une action volontariste en faveur de l'augmentation de la productivité, combinant l'accroissement de la productivité du matériel végétal et animal et celui des surfaces des exploitations agricoles. On défend alors l'intensification des systèmes agricoles, la motorisation des fermes, le retournement des prairies permanentes. L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, prend le relais des recherches américaines et sur leur modèle entreprend de créer des variétés hybrides françaises à partir de lignées collectées dans le cadre d'une prospection au sein des maïs de pays, par exemple, à l'origine du variété qui sera retenue ensuite comme lignée pour son apport au caractère précoce des maïs hybrides français, autorisant la progression de cette culture vers les régions plus septentrionales que le sud-ouest chaud et humide, où elle s'était acclimatée et développée depuis plus de 4 siècles. Le blé, plante symbole de l'agriculture française, n'est pas négligé, avec la création d'une variété qui, combinée à l'usage d'engrais chimiques, allait faire des progrès importants de rendement, allait faire des progrès importants de rendement à l'agriculture du sud-ouest en sec, la fameuse variété qui s'appelle étoile de Choisy, créée par nos collègues de l'INRA. S'ensuivent l'intensification des modes de production par la rationalisation des fonctions physiologiques au niveau des plantes et des animaux, l'expansion de la motorisation,
la généralisation de l'usage des engrais chimiques et des pesticides, le perfectionnement de l'amélioration des plantes et de l'amélioration génétique des animaux par la combinaison de l'insémination artificielle, du contrôle de performance et du traitement informatique de l'information, permettant la mise en œuvre effective des modèles de la génétique quantitative élaborés au cours des années 1930. Au cours des années 60-70, les exemples des secteurs de production concernés par cet accroissement des rendements sont nombreux. Le maïs hybride et les développements d'irrigation, l'élevage au vin et le fromage de Roquefort, je cite au hasard, les vaches laitières à haut niveau de productivité, les poulets labels, etc. Agriculture et forêt, élevage, ressources naturelles et eau, maîtrise du vivant, tous ces secteurs sont concernés, associés à des enjeux centraux pour les besoins vivriers de la société et devenant une part importante de l'activité économique du pays, contribuant pour une part non négligeable à la balance positive de notre commerce extérieur, le fameux pétrole vert tel que le désignait Valéry Giscard d'Estaing. Coïncidant avec la période des Trente Glorieuses, le développement de l'agriculture française conjugue croissance agricole avec construction et développement des filières agroalimentaires. C'est ce modèle d'agriculture qui sera bientôt qualifié de productiviste et soumis à des critiques de plus en plus fortes quant à ses conséquences pour la qualité des aliments comme pour la qualité de l'environnement, éléments qui n'avaient pas alors été intégrés ou pris en compte dans leur cahier des charges. Enfin, dans cette énumération non exhaustive, il faut donner une place toute particulière à la démonstration en 1944 du rôle de l'ADN dans les mécanismes intracellulaires de l'hérédité par Oswald Avery, pas le frère de Text, mais c'est un Avery, et la découverte de sa structure moléculaire par James Watson et Francis Crick, prix Nobel de médecine en 1962, à l'origine d'une succession de travaux sur la compréhension du fonctionnement du vivant et ses possibilités de manipulation. La découverte de l'ADN et les progrès en biologie moléculaire dans les années 70 ont en effet ouvert la voie à la percée de la biotechnologie dans les années 90. Alors les biotechnologies désignent en fait une boîte à outils constituée de nombreuses et diverses techniques moléculaires et génétiques permettant la caractérisation de plus en plus fine de la génétique des performances observées et celui du génome complet d'espèces utiles. Notons que biotechnologie n'est pas synonyme de modification génétique, même si les organismes génétiquement modifiés peuvent résulter de l'application de la biotechnologie. Toutefois, l'opinion publique souvent les considère comme deux choses identiques. Alors aujourd'hui, le génome des plantes les plus importantes, cultures vivrières de base, des fruits, des légumes, des animaux domestiques et certains poissons ont été décryptés. Et le travail est en cours pour beaucoup d'autres, ce qui permet une identification plus ciblée des gènes importants. La modification génétique a déjà permis l'insertion de caractères d'ancêtres sauvages ou d'espèces non liées avec des effets remarquables, notamment dans le domaine de la résistance aux agents pathogènes. Les dernières techniques de génétique moléculaire, en combinaison avec la bioinformatique avancée, permettent dorénavant de modifier le génome à des endroits précis, sans l'ajout d'un ou plusieurs gènes étrangers. Techniquement parlant, elle n'entraîne pas d'OGM, même si c'est encore à l'étude d'un point de vue juridique dans certains pays. On en parlera aussi cet après-midi. Ces technologies ont également suscité des vastes applications en dehors des plantes et des animaux d'élevage, dans la production du vaccin, l'agroalimentaire, les tests de sécurité. Grâce à elles, en particulier, les travaux sur la tolérance à la sécheresse, la qualité nutritionnelle, la durée de conservation, la transformation des produits d'origine ouvrent de nouvelles pistes pour les agriculteurs et les consommateurs. De nouvelles applications pertinentes de la biotechnologie font leur apparition dans le maintien de la biodiversité, par le biais de la conservation des embryons ou de banques de gènes, voire de réduction des gaz à effet de serre provenant de l'agriculture, grâce notamment à la caractérisation nutritionnelle des aliments du bétail, et puis des bactéries, des ruminants, ou voire aussi par le sexage des embryons de poulet. De tout temps, au fil de ses propres évolutions, la science a accompagné l'évolution de la société, en contribuant à l'évolution de la vie. L'intelligence a exploré et observé, analysé avec des outils de plus en plus performants d'observation, d'analyse et de calcul. Autrefois, certains se rappellent qu'on avait une table de logarithmes dont il fallait apprendre à se servir pour arriver à faire une table avec 5 décimales. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on vous donne 9 décimales. En plus, il fait des photos. Et peut-être il vous permet en ce moment de rapporter au monde entier ce que je dis, si cela présente un quelconque intérêt. Tout cela est passé naturellement, et le continuum entre les avancées de la science s'est fait en phase avec les avancées de la société. Or, depuis 20 ans, ce n'est plus partout le cas. L'intelligence continue à avancer et créer, innover, et certaines sociétés, dont la nôtre, semblent avoir rompu ce continuum.
En France, nous disparaissons de la carte de l'innovation dans les agricultures intelligentes, alors que notre recherche est au plus haut niveau en la matière. La sensibilité du public est devenue extrême à partir de 1996 avec la crise de la vache folle. La suspicion touche pêle-mêle les décideurs politiques, les chercheurs, les producteurs. Les médias, tout particulièrement télévisuels, jouent un rôle totalement nouveau de propagation des alertes, voire de l'émotion par l'image, renforcée par le rôle croissant du web. Ces crises alimentaires sont de nouveaux types. Ce ne sont plus des crises d'approvisionnement, mais des crises de confiance. À la peur de manquer, c'est substituer la peur d'être trompé. Que faire pour recoller les morceaux? Comment envisager l'avenir de notre société dans ce contexte? À quel risque de dépendance par rapport à l'intelligence s'expose-t-on? Les questions concernant l'agriculture, les firmes mondiales de biotechnologie et agroalimentaire, la santé et l'environnement se cristallisent en particulier autour de l'ADN et des OGM, catalyseurs des interrogations sur le sens du développement technologique et de ses modalités, ce qui oblige à revisiter les fondamentaux antérieurement adoptés, qu'il s'agisse de les confirmer d'ailleurs ou de les infirmer, et soumettre les choix techniques et économiques à des principes éthiques, la logique du vivant, sa brevetabilité, la légitimité de l'action de l'homme sur la nature, les rapports entre l'homme et l'économie ou la politique. À cet égard, je vous invite à méditer sur la devise de l'Académie de technologie, c'est « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé ». L'innovation revêt un aspect profondément culturel. Et il y a, comme le dit Luc Ferry, une culture de l'innovation différente selon les sociétés, selon l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, et c'est certainement un peu plus complexe chez nous qu'ailleurs. Ne dit-on pas que la France est un pays de cocaïne pour les start-up et un enfer pour ceux qui réussissent? Peut-être faudrait-il évaluer aussi le système administratif comme on évalue les systèmes de recherche. Cela étant, il faut aller de l'avant. Et l'innovation demeure un moteur indéniable de progrès. Pourquoi d'ailleurs, si on ne veut pas qu'il freine l'innovation, ne pas utiliser le dorénavant constitutionnel principe de précaution comme principe d'innovation? La culture scientifique devrait avoir une meilleure place dans notre société et auprès de celles et ceux qui y décident de notre avenir. Un minimum d'éducation scientifique est nécessaire pour comprendre la science, car le risque existe que la parole médiatisée puisse finalement avoir plus d'effet sur les orientations de la recherche que les financements des programmes prioritaires. Je vous souhaite, au nom de l'ASAF Agridé, une très bonne après-midi de débat et vous remercie de votre attentive écoute. Bonjour à tous, je suis Marie-Cécile Damave, donc responsable innovation et marché ici à SAF Agridé et je serai chargée de l'animation toute cet après-midi pour cet agri-débat. Donc cet agri-débat s'inscrit, comme l'a rappelé Gérard Matron, dans la continuité de cette note qui est sortie l'année dernière au mois de décembre, Les semences, une pépite française des concentrés de valeur, qui a fait suite à un agri-day au mois de juin, qui avait exactement le même nom, et qui en fait mettait en valeur l'excellence de ces filières, la fierté que l'on peut en tirer, nous, Français, et le rôle stratégique des semences pour l'agriculture. Cet agri-débat cet après-midi en fait, s'inscrit dans le prolongement et complète en fait, les travaux de l'année dernière. Cette fois-ci, comme vous l'avez compris, en insistant sur le continuum, donc le titre de cette demi-journée de réflexion, la génétique, source de progrès continu en agriculture, continue donc le continuum dont Gérard Matron a beaucoup parlé, continuum historique. Plusieurs intervenants auront l'occasion de décliner cet historique de la sélection génétique chez les animaux et chez les plantes cultivées en termes de techniques à travers les âges. Et puis, bien sûr, continuum entre le laboratoire et le champ, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et puis la production. Donc là, il est question effectivement d'innovation. Cette fois-ci, donc, nous élargissons notre champ d'études au monde animal. Et puis, nous élargissons également notre perspective au rapport avec la société. Quelles sont les perceptions de la société de l'amélioration ou des améliorations génétiques
des plantes cultivées, des animaux d'élevage. Aujourd'hui, c'est vrai que cette distance très importante entre les producteurs et les consommateurs font qu'il y a cette fameuse déconnexion entre production et consommation. Et du coup, aujourd'hui, les consommateurs ont l'impression de ne pas avoir d'impact du tout, de ne pas être impactés par la génétique qu'il peut y avoir dans les produits de base qui ont contribué à produire les aliments qu'ils consomment. C'est une évidence pour les scientifiques, mais rappelons que la génétique existe naturellement, est un phénomène naturel, ce qui est une évidence pour les scientifiques, mais ne l'est pas forcément pour les gens de la société civile qui n'ont pas de formation scientifique. Alors, quelques questions en filigrane pour cet après-midi. Donc, pourquoi sélectionner les plantes et les animaux, finalement? Dans quel but? Quels sont les objectifs de sélection? Comment faire, quelles techniques sont utilisées, étaient, sont, seront utilisées dans le passé, aujourd'hui, et vers où va-t-on? Qui le fait? Quels sont les acteurs de cette sélection? Ce fameux « est-ce que c'était mieux avant ?» Est-ce que ça vaut le coup d'aller de continuer ce progrès, ou est-ce que finalement on peut se contenter de ce qu'on a aujourd'hui? Voilà, donc pour tenter de répondre à ces questions, un certain nombre d'intervenants vont venir se succéder ici. Alors je vous propose tout d'abord deux interventions qui vont vous présenter les enjeux à la fois de sécurité alimentaire, enjeux environnementaux, notamment par rapport au changement climatique, avec une perspective internationale. Dans un deuxième temps, les enjeux sociétaux. Quelle perception de la société par rapport à la génétique? Et puis ensuite, nous passerons à la table ronde. Table ronde avec des éclairages complémentaires, à la fois de scientifiques, d'acteurs de la production, de la transformation, et puis un éclairage juridique sur ces questions. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses avec vous. Et puis ensuite, la conclusion par notre grand témoin, le professeur Bernard Chevassus-Louis. Voilà pour le déroulé de l'après-midi.